Pourquoi est-il important d'en parler? Il est vraiment important de se poser aujourd'hui la question de la compatibilité évoquée dans la mesure où il y a de plus en plus de personnes concernées par la maladie et le désir de se maintenir en activité professionnelle ou de revenir à une activité professionnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent avec une santé fragilisée ou une maladie chronique? Il y a essentiellement trois raisons. La première, c'est le progrès des traitements, des différentes pathologies, que ce soit par exemple la multiplication des dépistages, que ce soit la précision en matière de traitement. Je pense bien sûr à, on peut prendre des exemples, le cancer se soigne aujourd'hui, en tout cas certains cancers, beaucoup mieux qu'auparavant. Je pense au cancer du sein, cancer de la prostate. Il y a beaucoup plus de retour en emploi après une période de soins. C'est vrai aussi pour toutes les pathologies cardiaques. Il y a des progrès extraordinaires qui ont été faits. On peut prendre aussi d'autres exemples, comme bien sûr le sida. Ces progrès nous ont permis de passer d'un temps où ce qui était dominant, c'était les maladies aiguës, à aujourd'hui le temps de la maladie chronique. Qui dit maladie chronique dit l'organisation d'une vie avec un traitement, avec des troubles qu'il faut pouvoir contrôler, avec des difficultés à faire certaines choses à un certain rythme, mais qui n'empêchent pas pour autant d'autres vies que la vie de malade à l'hôpital ou la vie de malade à la maison, mais dans l'incapacité d'avoir une vie sociale normale. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le vieillissement de la population, et ici, plus particulièrement, le vieillissement de la population active. On a allongé la durée du temps de travail, on a réformé les retraites, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui de plus en plus de seniors qui doivent ou qui souhaitent travailler. Et bien sûr, cela multiplie les maladies chroniques au travail. Et puis la dernière raison, c'est dans bon nombre de situations la dégradation des conditions de travail. L'intensification, la précarisation, l'individualisation fragilisent la santé des salariés. On le voit par exemple puisqu'on piétine en matière de progrès, de prévention des accidents du travail. On a la première pathologie professionnelle, ce sont les troubles musculo-squelettiques qui explosent. On a les troubles psychiques tout à fait en lien avec l'augmentation des risques psychosociaux, c'est-à-dire des burn-out, des troubles anxio-dépressifs, des suicides, tentatives de suicide, etc. À peu près aujourd'hui, un quart de la population active est concernée par ces questions. Donc c'est majeur. En quoi est-ce difficile pour les personnes concernées? La difficulté de la vie avec la maladie au travail tient essentiellement à deux points. Tout d'abord, la maladie fragilisée reste un tabou. C'est un sujet qui n'est pas parlé, pas discuté. On fait comme si on pouvait continuer à croire que ceux qui sont malades sont en arrêt maladie. Donc ils ne sont pas au travail. Donc pourquoi se préoccuper de la maladie au travail? Or c'est faux, c'est de plus en plus faux. Mais du coup, puisqu'on ne parle pas de la maladie, on n'aide pas à cette réflexion collective sur les conditions d'un travail soutenable pour les personnes à la santé fragilisée, mais à terme aussi pour tout le monde. Par exemple, si on pense en termes d'avancée en âge, cette question sur ce qu'est un travail soutenable, les conditions d'un travail soutenable, est une question qui nous concerne tous. Et puis, la deuxième difficulté tient bien sûr à l'impact de cette santé fragilisée, avec des capacités productives qui sont fluctuantes. Parfois, il n'y a pas de problème, une journée, le lendemain, ça va être plus compliqué. La fatigabilité est toujours quand même un peu au rendez-vous. On est nécessairement confronté à ce sentiment d'altérité qui est un peu angoissant, c'est-à-dire je ne suis plus comme avant, et aussi je suis différent des autres. Comment supporter
cette singularité qui peut confiner parfois à de l'isolement. La peur du stigmate, de la transformation du regard des autres porté sur soi, que les autres ne voient plus que le malade, celui qui ne peut plus, celui qui a perdu sa fiabilité, celui sur qui on ne peut plus compter. C'est très douloureux, d'où cette tendance lourde, bien sûr, à maintenir dans la clandestinité la maladie. Et puis, du coup, cette espèce de double vie, la vie sociale qui se présente comme autant que possible normale, entre guillemets, et puis la vie clandestine, où il faut bricoler avec ces empêchements, avec les rendez-vous médicaux conquis sur les RTT, sur les congés, parce qu'il ne faut que rien ne soit dit de tout ça. Quelles sont les différences liées au sexe et au genre? Oui, dans la comparaison homme-femme, on voit apparaître pas mal de différences. D'abord parce que des différences qui tiennent au sexe, c'est-à-dire le corps masculin, féminin, la physiologie n'est pas la même. Évidemment qu'il y a des pathologies qui sont plus masculines et d'autres qui sont plus féminines. L'endométriose est typiquement une pathologie de femme. Les violences sexistes et sexuelles qui visent d'abord essentiellement les femmes peuvent avoir des impacts bien sûr très préjudiciables, aussi bien sur le plan de la santé somatique que sur le plan de la santé psychique. On voit aussi que la question du genre est à prendre en compte dès la manière dont la médecine travaille. Par exemple, l'ostéoporose est encore considérée comme une maladie plutôt de femmes, alors qu'elle touche tout autant les hommes. Ou les maladies cardiovasculaires sont identifiées par la médecine plutôt au masculin. Or, on sait que les symptômes des maladies cardiovasculaires sont un peu différents chez les femmes, ce qui peut conduire d'ailleurs à des sous-estimations de ces pathologies et des carences en termes de préventive. Le genre, qui est la représentation sociale du sexe, se traduit aussi dans le rapport à la maladie. Les hommes déclarent moins souvent des maladies que les femmes, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Les femmes consultent plus souvent, consomment plus de médicaments que les hommes. Les femmes parlent plus aisément de la vulnérabilité. Elles ont plus ancré en elles le sentiment que oui, la vie est fragile, peut-être d'ailleurs sans doute parce qu'elles donnent la vie et que dans cette opération-là, la question de la mort ou de la fragilité de la vie est toujours présente. C'est aussi aux femmes, la plupart du temps, que sont confiés le soin des personnes âgées ou des enfants. Ça leur donne une proximité au corps, à la corporéité, à la santé plus importante. Et puis enfin, je dirais qu'il faut tenir compte aussi du fait que la double charge de travail des femmes importe aussi sur ces questions-là. Elles n'ont pas seulement affaire à une vie professionnelle, mais aussi à une vie et des activités domestiques et familiales. Quelles sont les conséquences et les opportunités pour les entreprises? Les conséquences sont nombreuses. Ne rien faire sur ces problématiques conduit à l'accroissement du risque de désinsertion professionnelle. Ça va se manifester par plus de recours aux arrêts maladie, par des arrêts de plus en plus longs. Ça peut se traduire aussi du coup par des licenciements pour inaptitude ou des départs volontaires. La personne quitte son emploi parce qu'elle voit bien qu'elle n'y arrive plus, qu'elle va perdre sa santé à persister à ce poste-là. Ça donc fabrique du turnover, du malaise des collègues aussi, du malaise des collègues parce qu'ils ne savent pas trop par quel bout attraper la chose. Est-ce qu'on peut parler des problèmes de santé qui sont toujours un peu considérés comme des problèmes d'ordre privé? C'est d'autant plus vrai évidemment que les troubles sont invisibles et que la personne s'arc-boute à l'idée qu'il ne faut surtout pas parler de tout ça. Le malaise de l'encadrement, la personne est en arrêt maladie, est-ce que je peux maintenir le lien avec elle alors qu'elle est en arrêt maladie? Ah non, je ne dois pas, mais si je ne dois pas, que pense pendant ce temps la salariée ou le salarié qui est en arrêt longue maladie? C'est qu'il a été oublié de tout le monde.
c'est qu'il est débranché. Il se demande comment les choses vont se passer quand il va revenir. Il appréhende le retour. Ensuite, il y a la possibilité pour les médecins du travail de suivre ou pas ces processus. Il faut bien sûr qu'ils soient au courant des arrêts maladie. Or, c'est loin d'être toujours le cas. Bien souvent, les services ressources humaines qui reçoivent les arrêts de travail ne communiquent pas ces informations aux médecins. Donc, ils ne peuvent pas proposer de visite de pré-reprise ou de visite de reprise. Bref, il y a tout un pan essentiel de l'accompagnement qui est carent par défaut de prise en charge sérieuse de ces questions-là. Ceci dit, les conséquences ne sont pas seulement que négatives, au sens où ça peut constituer véritablement des opportunités pour l'entreprise, pour le milieu de travail, pour tout le monde finalement, à condition qu'on se donne les moyens d'une réflexion et de la construction des conditions d'un travail soutenable pour tous ceux qui ont une santé fragilisée. Ça va permettre de restaurer l'image de l'entreprise, de fidéliser les salariés, de développer l'attractivité de l'entreprise en question, de favoriser aussi la transmission des savoirs et des savoir-faire qui se fabriquent dans l'expérience longue durée de la vie avec la maladie et qui peuvent bénéficier à tout le monde.